Donc, on va tout de suite commencer. Allez, j'appelle donc Jean Gaillao qui va me rejoindre, MJ2L Consult, pour cette table ronde. Bonjour Jean, rebonjour. Également David Attez qui me rejoint pour le cabinet Balzano. Bonjour David, vous me rejoignez, vous passez par la grande marche. Et Olivier Safar pour Safar Syndic, asseyez-vous David. Et Olivier Safar pour Safar Syndic qui nous rejoint aussi. Voilà. Peut-être juste avant de commencer la présentation, on peut faire un petit tour de table de la présentation de Jean. On peut faire un petit tour de table de présentation de qui vous êtes rapidement. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. David Attez, je suis le directeur général du cabinet Balzano, donc administrateur de biens sur Paris. Olivier Safar, syndic de copropriété, spécialiste d'immeubles de grand ensemble, bien évidemment. Je suis aussi président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris et président adjoint de l'UNIS au niveau national sur toute la partie copropriété. Et en même temps, président de CalISR, de syndic de redressement et de prévention pour toutes les copropriétés qui peuvent être parfois en difficulté. Voilà, merci à tous les deux d'être avec nous. Et Jean, donc, pour te présenter rapidement. Oui, donc Jean Gaillao, bureau d'études à MJ2L Consult. Et donc on intervient notamment sur tous les aspects de sécurité incendie, alors pas uniquement que dans les immeubles de grande hauteur. Voilà, alors on va rentrer dans ce premier temps qu'on avait convenu ensemble sur la partie des IGH et notamment, on voulait aborder les problèmes récurrents, en tout cas la gestion au quotidien. Alors peut-être, David Attez, vous pouvez peut-être commencer. C'est ce qu'on voulait savoir, c'est quelles sont les problématiques qu'on retrouve systématiquement dans les IGH ? Alors, dans les IGH, effectivement, qui subissent un statut très particulier par rapport aux dispositions réglementaires, c'est de quand même pouvoir, en tout cas, mener à bien les différentes actions, certes, pour la sécurité des biens et des personnes, mais c'est surtout aussi la contrainte pour les copropriétaires et donc nos clients de s'assurer d'améliorer aussi leur confort. Bon, c'est toujours un peu délicat parce que la sécurité incendie, globalement, ça n'apporte pas grand-chose au quotidien. En tout cas, ça ne se vit pas, ça ne se voit pas ou pas forcément. Le vrai sujet, et c'est ce que M. Gaillao a évoqué, c'est quand même la maintenance. La maintenance a son importance et comme beaucoup de choses, et l'inertie des copropriétés n'y échappant pas, nous n'avons pas entretenu le parc comme il se doit, on ne l'a pas maintenu comme il se doit, et aujourd'hui nous avons effectivement, de par l'empilage de dispositions réglementaires, tout un tas de postes budgétaires qui viennent se confronter. Ce à quoi les IGH aussi, de par leur statut, sont souvent, en tout cas sur Paris, et en ce qui me concerne à la maille de mon cabinet, c'est l'empilage aussi juridique. Parce que la plupart des tours, en tout cas pour ceux qui me préoccupent, sont des syndicats secondaires dans un syndicat principal qui est lui-même sous un regroupement encore d'un autre environnement juridique. Et là, ça commence à se complexifier. Alors ça se complexifie à la fois dans la relation avec nos confrères, bien qu'elle soit confraternelle, comme vous pouvez le voir, et elle l'est avec bien d'autres, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que pour réussir et mener à bien un pilotage de ce type et de gestion d'immeubles très particuliers et très spécifiques, il faut communiquer. Communiquer avec les mandataires, communiquer avec nos confrères, se mettre autour de la table et de mettre en perspective les difficultés, les contraintes de tout à chacun. Nous parlions tout à l'heure des groupes électrogènes. C'est un vrai sujet parce que la plupart des groupes électrogènes, dont tout le monde se fout, aujourd'hui, ils ont 40, 50 ans. C'est même pire, c'est qu'il n'y a plus de pièces. C'est même pas qu'on souhaite, en tout cas, procéder ou ne pas procéder à leur entretien ou à remplacement de certaines pièces. C'est que ça n'existe plus. Sauf qu'il y a des groupes électrogènes d'importance, en tout cas, qui ont capacité à pouvoir secourir 1, 2, 3, 10, 15, 20 ou 25 tours en même temps. Les budgets, bon, en tout cas, sur l'USIMC, on est à 23. Ouais, 23. Là, 23, qu'est-ce que ça veut dire 23 immeubles en même temps. Immeubles. voilà. Bon, alors, Officiellement, ils n'avaient pas le droit. Un groupe électrogène qui distribue Donc, 23 nous immeubles. faisons face. Officiellement, ils n'avaient pas le droit de faire 23 immeubles. Nous faisons face aujourd'hui à des plans urbanistiques de l'époque auxquels nous
sommes totalement soumis et nous subissons, en tout cas, et ce n'est pas une critique de ma part, et encore moins, je ne blâme personne en évoquant cela, simplement, aujourd'hui, c'est une contrainte complémentaire. Donc, on est dans l'empilage budgétaire des différentes entités, ce à quoi, effectivement, il y a une interdépendance, et on dépend totalement, en tout cas, sur les secondaires, de cet empilage, qui, à la fin, in fine, contraint davantage à l'entretien du quotidien des immeubles, là pour le coup de grande hauteur, qui nécessitent d'autres entretiens que ceux qui concernent la sécurité incendie. Oui. Est-ce que vous voulez dire que du coup, il y a une difficulté à planifier les choses et qu'on intervient plutôt dans l'urgence? Alors, non, au moment où justement, l'objectif, c'est d'être en avance de phase, ou en tout cas tenter de l'être, et c'est pour ça que je rejoins et surtout Olivier Safar sur le sujet, c'est la communication. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, au-delà du fait que de temps en temps, et ça nous arrive parfois, d'être concurrents, c'est surtout d'être confrères, d'être partenaires dans des actions communes, conjointes, fédérées, créer cette synergie pour mener à bien, parce que nos clients sont communs, et mener à bien, encore une fois, le plus important, c'est la sécurité des biens et des personnes. Ce à quoi, malgré tout, je pense que nous tentons d'y arriver et nous y arrivons. Voilà. Olivier. Oui. Alors, simplement vous dire que pour pouvoir gérer ce type d'immeuble, il y a des spécificités. Et les spécificités, c'est quoi? C'est des gestionnaires de copropriété ou d'immeubles qui connaissent les réglementations, qui sont capables de les expliquer à leurs clients, qui sont les copropriétaires et les conseils syndicaux, et qui sont capables d'accompagner tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que certains de nos confrères syndics ne connaissent pas les réglementations, ne connaissent pas les obligations, ne comprennent pas pourquoi, effectivement, il y a certaines choses à organiser sur de l'annuel, du biennal, du triennal, du décennal, du trentenaire. Pour eux, ça rentre sur des choses complètement inimaginables. Et pourtant, c'est notre métier, c'est notre façon de faire, c'est notre façon d'accompagner nos copropriétaires et il faut le mettre en avant. Le point, c'est que par rapport à ces obligations en matière d'ensemble immobilier complexe, alors je suis désolé d'utiliser le terme, mais ça s'appelle les EIC. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dans certains cas avec une AFUL, une ASL, c'est-à-dire une association syndicale libre, dans laquelle vous allez vous retrouver avec plusieurs syndicats de copropriétaires ou plusieurs immeubles, certains IGH, d'autres ERP. L'exemple simple, c'est vous avez effectivement une AFUL sur lequel vous avez le centre commercial qui est en bas, vous avez deux immeubles d'IGH à côté, un qui est classé A, l'autre qui est classé Z. Alors pour simplifier, en IGH, le A c'est le plus facile, le Z le plus compliqué. La réglementation devait changer normalement l'année dernière. Je pense que ça n'a pas été encore modifié, mais vous vous retrouvez dans un ensemble immobilier complexe avec en plus des parkings en sous-sol dans lequel vous êtes en ERP parce que vous avez plus de 300 parkings avec une ouverture partielle au public à cause du centre commercial. Et tout ça, ce sont des règles effectivement de ces immeubles-là. Mais là-dessus, on est venu rajouter des points. C'est-à-dire que la loi Elan et la loi Climat et Résilience est venue rajouter des obligations. Obligation de mettre en place un plan pluriannuel de travaux avec effectivement un chiffrage, avec une décision à prendre par l'Assemblée générale sur des travaux à réaliser sur les 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir aller dans chaque copropriété, préparer effectivement la réalisation de ces travaux de rénovation énergétique. Et ça, ce n'est pas que de l'entretien, c'est aussi de l'amélioration. La loi sur la copropriété a changé. Elle a changé avec la loi Elan. Auparavant, le syndic n'était là que pour l'entretien et la conservation de l'immeuble. Il est là maintenant pour l'entretien, la conservation et l'amélioration de l'immeuble. C'est une nouveauté, c'est une nouvelle réalité de la partie de la loi Elan. Et quels sont les immeubles qui sont concernés? Tous. Tous les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation. Donc la réponse est simple. Vous avez un immeuble magnifique, il est que tertiaire. Le logement du gardien, c'est de l'habitation, c'est un lot de copropriété, banque, vous êtes concerné. Et pourtant, il est purement tertiaire pour tout le reste. Mais ça, c'est nos difficultés. Le point important, qu'est-ce que c'est que ce plan pluriannuel de travaux? Eh bien, vous allez devoir, en qualité de syndic, arriver à expliquer à nos copropriétaires ce qu'il faut faire, en commençant par faire une analyse du bâti, une analyse de tous les éléments d'équipement de la copropriété. Alors en IGH, il vous a parlé tout à l'heure, Jean, de la partie du groupe électrogène, de la partie électrique, mais on a toute la partie de sécurité incendie, toute la partie des détecteurs, toute la partie de désenfumage, toute la partie d'évacuation, parce qu'il faut que tout soit
tout ceci soit cloisonné, et vous allez vous retrouver avec une analyse de ce type-là. Et on vient rajouter toute une partie énergétique, avec normalement un DPE, diagnostic de performance énergétique. Normalement, ce DPE, c'est un DPE collectif pour tout l'immeuble. Sauf qu'on est très content, on a des textes, mais pour l'instant, on n'a pas de DPE collectif. Pourquoi ? Parce qu'il y a une discussion entre le ministère du logement de la ville et de la transition énergétique et les diagnosticiens sur la mise en œuvre du DPE collectif par rapport à un DPE individuel dans chacun des appartements. Pour l'instant, pas d'accord, report de ce DPE collectif, mais nous, on est dans l'obligation de mettre en œuvre ce plan pluriannuel de travaux et on devra avoir toute la liste des travaux qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, bien évidemment, mais surtout à la réalisation d'économies d'énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous comprenez ? Compliqué. On va y revenir sur les DPE, parce qu'on a prévu d'en parler. Pour répondre à votre question et pour compléter le propos d'Olivier Safar, c'est que la gestion de l'immédiateté, c'est fini. C'est une vision à moyen, long terme. Mais d'ailleurs, c'est dans l'intérêt du copropriétaire, finalement, aussi de... Oui, mais c'était un changement de culture dans nos métiers de syndic de copropriété. On était dans l'instantanéité, dans le moment. Non, c'est fini. On se pose et on structure avec un schéma directeur, un plan d'action travaux, et ce à quoi il faut mener à bien l'ensemble et l'empilage que vient d'être évoqué. Et je peux vous dire qu'en IGH, quand vous faites une rénovation énergétique avec effectivement la contrainte sécurité incendie, c'est pas si simple que ça. Mais et on en parlait tout à l'heure sur les isolants, rien que les isolants, bon, parce que à tout ça, il y a des délais, et les délais d'instruction des différentes instances. Juste un exemple, pour effectivement un projet de rénovation énergétique avec un isolant thermique par l'extérieur, nécessite par le mandataire sécurité la rédaction d'une notice de sécurité dédiée, transmise à la préfecture de police de Paris en ce qui nous concerne. Oui, la réponse, ça peut prendre du temps. Mais ce à quoi, en parallèle, vous devez en tout cas gérer la partie administrative pour un peu que vous ayez eu l'opportunité de pouvoir bénéficier du gain énergétique des 35% de la prime rénov' et d'être éligible à l'éco-PTZ. Je peux vous dire que vous ne dormez pas forcément sur vos deux oreilles tous les soirs. Voilà. Jean, pour revenir effectivement sur la sécurité incendie, aujourd'hui, dans le cadre des plans pluriannuels de travaux, je crois que c'est pour les immeubles de plus de 200 lots, c'est obligatoire très prochainement. Là, c'est 1er janvier. 1er janvier. Donc, ça veut dire que les IGA... C'est l'inscription à l'ordre du jour, pour l'instant. Sont dans ce cadre-là, donc on va y arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin, dans le cadre de ces rénovations énergétiques, de remettre à plat toute la sécurité incendie ? Alors, elle est forcément impactée, puisque les travaux, alors tout dépend, on a parlé par exemple du plan pluriannuel, tout dépend effectivement des travaux qui sont envisagés, et dans ce cadre-là, comme l'a dit David, il y a un certain nombre de démarches administratives à faire, de se faire valider certains dossiers, et donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fonction aussi des travaux et des dérogations éventuellement qu'on va tenter d'obtenir, parce qu'on ne va peut-être pas pouvoir se conformer aux règles actuelles pour X raisons. Et donc, de fait, la sécurité. Et là, pour le coup, sur la sécurité incendie, voilà, il y a de réels sujets. Il y a à organiser cela, il y a à déposer des demandes d'autorisation, comme il a été dit, et éventuellement des demandes. Des demandes de dérogation et des dossiers d'autorisation, à déposer en préfecture et se faire valider ça avant, d'ailleurs, de démarrer ces travaux. Et ce qui est complexe, c'est d'obtenir déjà ces autorisations, parce que dans certains cas, ça peut être bloquant, parce qu'on n'a peut-être pas de solution technique, ou en tout cas des solutions techniques qu'on doit adapter. Et ce n'est pas toujours simple, effectivement, d'obtenir ces autorisations, en tout cas ces validations, notamment quand vous êtes dérogatoire sur certains sujets. Alors, pour compléter encore une fois le propos, c'est à la fois, effectivement, nous sommes aussi assujettis à la difficulté du moment qui est l'évolution des prix, marché. Quand vous fixez un marché de cette envergure sur un IGH, mais avec l'inertie des délais, et encore une fois, je blâme personne en évoquant ce point, c'est que ça devient un peu compliqué. Donc, il est important de s'encadrer, de se faire assister par des bureaux d'études, des assistants à la maîtrise d'ouvrage dans les différents domaines,
thermique, sécurité incendie, puisqu'encapsuler un immeuble, et surtout un immeuble de grande hauteur, ça a des conséquences sur la sécurité incendie. On a parlé des groupes électrogènes, mais on n'a pas parlé des voies de circulation des enfumages, qui devient qui est quand même une conséquence directe, parce qu'à tout ça, l'immeuble doit respirer, donc il faut y adjoindre d'autres équipements. Voilà, l'empilage aussi technique, contraint, répondre à toutes les obligations, c'est pas, c'est un chemin de croix. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on fait la rénovation énergétique, quand on touche à l'enveloppe, et donc pendant cette phase travaux aussi, ça modifie la manière dont il faut gérer la sécurité incendie. Alors, dont il faut gérer la sécurité incendie, les possibilités d'évacuation ou pas, l'entrée des entreprises qui vont faire les travaux, parce qu'elles devront passer à un moment à certains endroits. Donc tout ceci, c'est un plan à déposer préalablement, à obtenir l'autorisation de l'architecte sécurité de la préfecture, normalement Paris ou Nanterre, parce que c'est là où on en a le plus aujourd'hui. Ceux-là sont tout à fait au courant de ces difficultés. Mais je prends un exemple simple. Vous prenez un immeuble IGH dans lequel vous avez une crèche au premier étage, un centre médical au deuxième étage, au rez-de-chaussée un Monoprix avec 3 banques et 2 postes, la poste et 2 banques, pardon, et vous vous retrouvez obligatoirement soumis aux règles IGH d'un côté, parce que vous êtes Z à cause de la crèche qui est dans les locaux, et le centre médical, et vous vous retrouvez en ERP parce que effectivement, l'accès au parking, il y a une partie de parking pour le Monoprix, une partie de parking pour l'immeuble d'habitation, et donc tout ceci fait que le même centre, le même immeuble, le même endroit se retrouve avec l'addition de globalement une quarantaine de normes et d'obligations que vous ne pouvez dans certains cas ne pas respecter, parce que impossibilité dans un certain cas pour la crèche, mais possibilité pour le RP, possibilité pour l'IGH, mais pas pour la crèche, et ainsi de suite. Oui, Jean, finalement, dans ces immeubles, il y a sans arrêt des travaux, et donc et puis il y avoir des travaux de plus grande ampleur, et donc ça modifie pendant ces phases travaux la sécurité incendie, donc il faut être derrière. Donc c'est à quel rythme qu'on suit un IGH? Il y a plusieurs. Alors, tout dépend évidemment du projet, mais si vous voulez, donc, il y a les équipements en tant que tels qui peuvent être impactés directement. Puis après, il y a effectivement l'organisation. Et effectivement, comme l'a dit Olivier, c'est l'organisation, elle est au quotidien. Alors, la chance aussi qu'il y a dans ce type d'établissement, on l'évoquait tout à l'heure, notamment sur les bâtiments d'habitation où on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas de contrôle. Là, pour le coup, sur les immeubles de grande hauteur, mais en général, et tous les immeubles, on a des contrôles réguliers, comme je le disais, par l'administration, par des organismes agréés, et on a aussi les équipes de sécurité incendie qui sont sur place et qui sont aussi là pour s'assurer que les règles sont respectées. Les règles d'évacuation, à partir du moment où on a défini le mode d'organisation, etc. Donc on a aussi, je dirais, presque un certain confort, c'est-à-dire qu'on a des équipes quand même et des spécialistes qui gèrent ce type d'établissement, il faut quand même le dire. On a des syndics qui sont en général, qui connaissent bien ces sujets-là. On a aussi d'autres acteurs, comme je l'indiquais tout à l'heure, que ce soit les entreprises, les mandataires, les bureaux d'études. Donc on a quand même une équipe technique qui permet de gérer ce type de situation. Et on a aussi des équipes, donc, comme je l'indiquais sur place, les équipes de sécurité qui sont là aussi pour s'assurer que tout ça, c'est bien respecté. Donc bien sûr, c'est complexe, mais on a aussi des moyens, que ce soit humains ou techniques, d'assurer en tout cas une situation relativement satisfaisante en fonction du projet. Je crois que ça, c'était une question avec les JO 2024. Je crois qu'il y a des contraintes aussi sur pas que les IGH, mais qui sont plutôt sur les échafaudages, non? Alors, on a ce que nous appelons, ce que la mairie de Paris a appelé la sanctuarisation de Paris, avec un plan à 3 ans qui a déjà démarré et qui va effectivement nécessiter non pas la dépose, mais en tout cas la protection en fonction des secteurs et des arrondissements parisiens, un certain nombre de contraintes, encore une fois, complémentaires, et qui là, pour le coup, ça sera laissé à la discrétion de chacun. Alors, on va se retrouver, dans certains cas, pour certains immeubles, placés sur des trajets de JO ouverts dans lesquels il y aura du public, sur une impossibilité de réaliser les travaux pendant ces périodes-là. Ça veut dire que même si vous demandez l'autorisation et que vous obtenez l'autorisation et que d'un seul coup, vous n'avez plus les matériaux, vous n'avez pas les équipes et vous êtes obligé de retarder de 3 mois ou 6 mois, vous aurez une interdiction
d'échafauder, une interdiction de réaliser les travaux et d'attendre effectivement la fin. La seule difficulté, c'est que dans certains cas, vous allez vous retrouver en contravention avec des règles de sécurité incendie et vous pourriez tout à fait vous retrouver dans une interdiction d'habiter ces immeubles-là pendant la période où les travaux n'ont pas été réalisés. Il y a des IGH qui vont être concernés, là, qui vont être sur ces parcours définis. Vous les avez identifiés ou pas? Alors, on n'a pas identifié d'IGH, on a identifié des ERP, c'est-à-dire des supermarchés, des endroits où il y a du passage à ce niveau-là, oui. Et ceux-là, ils sont quand même soumis aux réglementations. Et ça, c'est une vraie difficulté pour ces immeubles-là. Oui. Alors, on va rentrer dans le deuxième temps là, de ce qu'on s'était dit sur cette table ronde, la partie évolution réglementaire, avec disons, Olivier, peut-être je vais vous laisser introduire ce sujet, parce que il y a des IGH, mais il y a aussi les IMH. Oui, alors il faut effectivement expliquer les choses, parce que les IGH, on les connaît, immeubles de grande hauteur. Alors je vous rappelle qu'il y a aussi les ITGH, immeubles de très grande hauteur. Il n'y en a pas beaucoup en région parisienne, de tête il y en a 2, donc on ne va pas très loin. Mais il y en aura peut-être d'autres, puisque je sais qu'il y a des projets de construction pour certains. En revanche, la législation a été modifiée suite à l'incendie de la tour Grenfell. Vous l'avez bien compris, c'était un point que vous avez souligné, je crois, un auditeur, effectivement. Et le ministère s'est emparé de cette difficulté et a souhaité effectivement analyser la réglementation. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, on se retrouvait avec des immeubles qui étaient d'une hauteur parfois de 10, 12, 15 étages, mais qui n'arrivaient pas aux 50 mètres pour faire un IGH, et dans lequel il y avait très peu de réglementation, ou en tout cas juste on va dire, des extincteurs à certains endroits. Et donc, il a été mis en place une nouvelle réglementation qui s'appelle les immeubles de moyenne hauteur, avec des obligations depuis le 1er janvier 2022. La seule chose, c'est que personne n'est au courant. Personne ne s'en est préoccupé. J'ai appelé tous mes confrères syndics à faire le tri dans leurs immeubles et à vérifier quels étaient les immeubles qui étaient classés en IMH ou qui pouvaient rentrer dans cette classification pour justement faire une analyse de leur immeuble, revérifier qu'ils sont bien en conformité au niveau des règles incendie, mais aussi évacuation, parce que bien évidemment, il n'y a pas que ça. Et on se rend compte aujourd'hui que pour l'instant, tout le monde est informé, mais personne ne fait rien. Alors, il faut sortir son double décimètre pour le savoir déjà. Alors, c'est 28 mètres à compter du plancher haut, du point le plus bas jusqu'au... Alors, c'est plus compliqué que ça. Ouais. En réalité, ce sont globalement les immeubles qu'on appelait auparavant les quatrièmes familles. C'est-à-dire que c'était les immeubles, donc c'était déjà défini dans une autre réglementation, hein, et c'était déjà défini. Donc là, on a donné, on les appelle différemment, parce qu'il y a aussi eu, donc je crois qu'il y a 2-3 ans, des contraintes lorsqu'on faisait des ravalements, hein, puisque justement, lié à ce sinistre-là, il y a eu des exigences nouvelles qui avaient été notamment imposées sur les façades extérieures, finalement pour avoir à peu près les mêmes réactions au feu qu'on retrouve dans les IGH, mais ce sont globalement, pour faire simple, les immeubles qui étaient considérés comme des quatrièmes familles, entre 28 et 50 mètres, et il y avait déjà des dispositifs, alors ça dépend évidemment de l'année de construction, mais dans certains cas, il y avait déjà des dispositifs de sécurité. On avait des tableaux du désenfumage, même du désenfumage éventuellement mécanique. On avait ce qu'on appelle des tableaux de désenfumage. Donc ce ne sont pas des systèmes de sécurité incendie, mais ça peut être assimilé en tant que tel. On avait déjà ces contraintes-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, le besoin, c'est d'identifier la situation de ces établissements, parce que comme le disait tout à l'heure monsieur, c'est que on est dans du bâtiment d'habitation, on n'a pas de contrôle. D'ailleurs, la preuve, c'est que voilà, il y a des nouvelles exigences, mais finalement, l'administration ne vient pas encore peut-être regarder ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que ces choses-là vont certainement évoluer. Oui, c'est ce qu'on disait aussi en termes juridiques. Les responsabilités sont colossales si jamais il y a un feu sur ces immeubles, sur lequel il y a une obligation et puis ça n'a pas été contrôlé. Ça n'a pas été contrôlé, mais n'oubliez pas une chose. Vous déposez un permis de construire pour faire du ravalement, ils vont venir vérifier. Donc ne l'oublions pas. Alors, vous êtes en IMH, vous ne le savez pas, vous avez prévu une rénovation énergétique sur votre immeuble. D'un seul coup, vous voyez arriver l'architecte de sécurité de la ville ou de la préfecture et qui vient vous dire « Oups, vous êtes en IMH, c'est quoi ?» Et vous avez des obligations, bien évidemment, à mettre en œuvre. Et c'est le cas de la rénovation énergétique où je vous ai dit qu'il a fallu effectivement créer des stops entre eux par palier.
par paquet de 3 étages sur la partie du doublage de la façade. Oui, c'était un IMH. Non, ce n'était pas un IGH, mais on a dû trouver ces solutions. En plus, le doublage qui était à l'intérieur, c'était un nouveau produit qu'il a fallu faire tester préalablement avant pour obtenir l'autorisation de l'architecte de sécurité de la ville de Paris pour que derrière, on ait l'autorisation de faire les travaux de ravalement. Donc vous vous rendez compte qu'on a de nouveaux produits, c'est vrai, mais ces produits n'étant pas toujours testés en situation, il y aura des tests à faire spécifiques complémentaires. Est-ce que ça peut arriver, Jean, que des travaux soient bloqués à cause de sécurité incendie parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé, donc on est pris par les délais? Ah oui, bien sûr. Alors, normalement, si on procède bien, on dépose un dossier, on a l'autorisation et on démarre les travaux. Ça, c'est la logique normale. Mais on sait bien souvent, on constate que ce n'est pas le cas. On va évidemment démarrer les travaux avant d'avoir l'autorisation parce qu'on est pressé pour X raisons. Mais ça, c'est d'ailleurs valable aussi pour les établissements recevant du public. Vous imaginez bien qu'une boutique dans un centre commercial, elle ne va pas forcément attendre l'autorisation de travaux pour démarrer, puisqu'elle se dit je vais démarrer les travaux, de toute façon, je vais avoir la validité, je ne demande pas de dérogation particulière, on va me valider mon dossier, ok, pas de problème. Sauf qu'on engage ces travaux, donc pour reprendre cet exemple-là, on engage les travaux et effectivement, il peut y avoir un point bloquant. Là, pour le coup, c'est de la responsabilité directe du donneur d'ordre et aussi du maître d'œuvre éventuellement, et peut-être d'autres, Isabelle, hein, mais en tout cas, voilà, il y a une responsabilité directe et on peut avoir certains blocages, comme le disait Olivier, certains blocages parce que le dossier n'a pas pu être instruit et on a l'architecte qui vous appelle et qui vous dit non, attendez, vous arrêtez tout parce qu'il y a une remise en question éventuellement du projet ou des produits mis en place. On a une question, Benjamin, du public, des internautes. Oui, une nouvelle question du public. Quelles sont les obligations réglementaires rétroactives en IMH ? Ça vaudrait même cette question en IGH aussi? Alors, c'est la même chose qu'en IGH. C'est rétroactif quand vous allez déposer votre permis de construire, c'est-à-dire que vous allez devoir vous mettre en conformité avec les règles qui sont en vigueur aujourd'hui au moment où vous déposez le permis. Donc, à chaque fois que vous allez engager des travaux importants qui nécessitent une autorisation, vous allez devoir faire la vérification préalable que vous êtes en conformité avec les règles IMH. Mais si vous ne faites rien, pour l'instant, il n'y a rien. Mais moi, j'invite quand même tous mes confrères syndics à aller vérifier ce qui est mis en place dans ces IMH, parce que si jamais il y a un incendie ou une difficulté, leur responsabilité sera recherchée. On l'a entendu tout à l'heure dans la partie d'avant. Donc, il est quand même important, 1, d'en faire l'information, 2, de faire les analyses et de transmettre cette information au conseil syndical et aux copropriétaires. Oui, finalement, la responsabilité du syndic évolue aussi parce que comme il planifie plus les travaux, ce que j'ai compris à travers du plan pluriannuel de travaux, du coup, est-ce que ça augmente sûrement son champ de responsabilité? Alors, ça augmente son champ de responsabilité et ses difficultés à recouvrer les sommes qu'il va appeler au titre du plan pluriannuel de travaux. Parce que je vous rappelle qu'on doit mettre en place ce plan. C'est un projet de plan pluriannuel que le syndic doit présenter avec effectivement toutes les équipes techniques qu'il a effectivement proposées. Et derrière, c'est l'Assemblée générale qui va voter le plan pluriannuel. Et ce plan pluriannuel, il est sur 10 ans. Donc vous allez vous retrouver avec des travaux très importants à un moment, des sommes qui ont été évaluées par le bureau d'études, l'architecte, l'ingénieur thermicien, le bureau amiante, parce que dans certains cas, vous êtes en site amianté, avec effectivement des obligations. Et derrière, s'il y en a pour 5 millions ou 8 millions d'euros, on est parti sur 2,5% du montant des travaux à appeler aux copropriétaires chaque année. Donc des sommes parfois très importantes que les copropriétaires ne comprennent pas dans certains cas ou refusent bien évidemment de payer. Oui. S'il y a des questions dans le public aussi, on va les prendre. Hein. Ah voilà, il y avait monsieur... Qu'on vous donne la parole aussi. Allez-y, monsieur. Alors, vous pouvez vous présenter peut-être Oui, Simon Nunes, bureau d'études, coordination SSI, prévention, CEMOP ingénierie. Donc, je réagissais par rapport à cette évolution réglementaire sur la partie MH, qui est une bonne évolution, puisqu'en fin de compte, on va se retrouver, comme l'a dit monsieur Gaillard, c'est que les bâtiments de quatrième famille, en fin de compte, deviennent des bâtiments qui vont être soumis à commission de sécurité, donc avec obligation de notice de sécurité. Tout à l'heure, vous parliez d'architecte de sécurité, etc. etc. Donc, il faut rappeler peut-être que c'est propre aussi à Paris et à sa proche banlieue. Enfin, parce que Paris IGH, et Nanterre, je suis d'accord. Parce que des IGH ou des IMH, il y en aura d'autres en dehors de la région parisienne. Hein. On pense à Nantes, à Strasbourg, notamment. À Lyon. Ou à Lyon. À Rennes. Beaucoup. Et donc, la difficulté qu'il va y avoir, c'est qu'aujourd'hui, l'architecte de sécurité, il est compétent pour pouvoir analyser ces dossiers et ce genre de choses. Ça me fait un parallèle au dossier GE2,
qui est un dossier qu'on ne parle pas souvent, mais qui est un dossier technique qui est normalement soumis à cette même commission avant travaux. Et la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ce dossier GE2, on va dire que les autorités compétentes qui ont le temps et les compétences de l'analyser sont en région parisienne. Et malheureusement, en dehors de cette région parisienne, ces dossiers GE2 ne sont pas analysés parce que tout est diligenté au SDIS et qui n'a pas les compétences de le faire. Donc, Alors, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que malgré les évolutions techniques qu'il peut y avoir sur les isolants, etc., malheureusement, ça va être déposé dans un dossier, mais ça ne sera pas analysé par des gens qui ont la compétence de pouvoir vous dire si oui ou non c'est en totale réglementation. alors on a certaines préfectures déjà qui font appel à des architectes de sécurité de la région parisienne. Je le dis parce que vous vous retrouvez dans un point, vous êtes en Bretagne à Rennes, d'un seul coup, ils vont appeler effectivement quelqu'un qui a déjà des connaissances spécifiques là-dessus pour les aider à, on va dire, comprendre le dossier déjà, parce que c'est une chose claire, et pouvoir donner un avis. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette discussion avec cette organisation centrale qui existait auparavant, dans lequel on avait effectivement un bureau complet qui encadrait tous les architectes de sécurité en France complet. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça a été supprimé, on le sait, mais ça n'empêche pas qu'ils parlent entre eux et qu'ils essaient effectivement d'organiser les formations. Et je sais qu'au ministère, ils se sont rendus compte qu'il fallait former sur les IMH, qu'effectivement on avait des difficultés. Et ben, les formations vont arriver. Alors c'est vrai qu'avec la partie Covid, ça n'a pas démarré et qu'aujourd'hui, c'est applicable depuis le 1er janvier, sauf que globalement, on aura un plan probablement pour 2023, 2024, 2025. Oui, est-ce que David, du coup, il y a une tendance à ce qu'il y ait une spécialisation des syndics dans ces immeubles de grande hauteur, ces IMH, qui vont intervenir d'ailleurs pas que sur Paris, mais sur plusieurs villes, parce qu'ils ont un savoir-faire, et avec lequel ils vont intervenir avec un pool d'équipes, parce que aussi, ce qu'on décrivait, il faut des bureaux d'études, il faut des architectes, il faut des préventeurs, il faut des gens qui connaissent la sécurité incendie sur ce type d'immeuble. Alors, le métier qui est le nôtre est parfois complexe, incompris certainement, mais il reste complexe et pas toujours audible ou compréhensible pour le commun des mortels. Nous avons deux difficultés aujourd'hui, mais dans d'autres activités également. C'est la compétence et au-delà de ça, c'est la pénurie de main-d'œuvre ou en tout cas d'effectifs et de personnel qui déjà soient susceptibles de pouvoir adhérer et pouvoir répondre déjà aux premières exigences que nécessite l'exercice de la profession de syndic de copropriété. Alors quand on va sur le terrain de l'IGH, de l'ERP ou de l'IMH, ça se complexifie encore davantage. Donc, il n'y a pas que l'hôpital, que le corps enseignant qui est soumis à des difficultés de recrutement. Nous en faisons également partie. Et effectivement, cette formation continue. Alors, encore une fois, je remercie Olivier parce que vis-à-vis de l'UNIS, etc., mène des combats qui sont quand même pas vains, mais qui sont longs, lourds, fastidieux, parce que c'est important aussi que dans notre profession, nous puissions avoir cette compétence et que nous n'ayons plus cette vision du momentané, même si c'est de la gestion du quotidien. Un IGH, ça se gère, mais comme une copropriété lambda d'ailleurs, parce qu'un IGH, à la base, on l'a un peu oublié, c'est une copropriété. Donc, elle a aussi ces problèmes de copropriété, de fuite d'eau, de nuisances sonores, de troubles de voisinage, de défectuosité de tous ordres. Voilà, donc c'est ça qui est important. Et c'est qu'aujourd'hui, alors je n'ai pas en tout cas cette prétention de savoir sous quel format et quel formalisme ces immeubles méritent en tout cas d'être gérés. C'est vrai que les principaux leaders du marché, sans citer de nom, puisqu'on va rentrer dans un autre débat, créent des pôles ou des pools qui sont spécialisés dans les grands ensembles où effectivement on intègre les IGH. Je n'ai pas cette prétention-là puisque la taille du cabinet n'en fait pas partie. Maintenant, c'est effectivement une conviction plus qu'une vocation à entretenir, à former de manière continue nos collaborateurs pour qu'on les y amène. Ça fait peur l'IGH. Ça fait peur l'IGH et je vais vous dire, chez moi, je leur fais peur. Mes collaborateurs, je leur fais peur. Quand ils voient le temps que j'y passe, le temps qu'on passe sur un incendie, parce qu'on en a parlé, mais quand on vit un incendie, je peux vous dire qu'au-delà des responsabilités,
ça fait mal. Quand vous êtes gestionnaire, que vous avez mis en place tout un tas de schémas directeurs, de plans d'action, de plans de travaux, etc., et que ça vous tombe dessus et que vous voyez tout ce que vous avez fait pendant des années, mais alors pas en fumée au sens propre comme au sens figuré, mais que ne sert à rien, ça fait tout drôle. Donc c'est ça l'importance aussi. Et alors, je complète. Ça ne sert pas à rien. Non, mais ça sert pas à rien. C'est que la plupart du temps, on a évité. Ça permet de mettre en perspective aussi ce qu'est la sécurité incendie. Et j'ajouterai, pour finir en tout cas sur ma partie, c'est aussi le profil des copropriétaires aujourd'hui qui a aussi évolué. Et le copropriétaire en IGH est complètement nouvellement arrivé, est complètement perdu, paumé, puisque l'IGH, ou en tout cas les tours IGH, ont été développés dans une perspective et une politique urbanistique d'une époque, avec une population de l'époque, avec une catégorie sociale professionnelle de l'époque, qui bien évidemment, avec le temps, se raréfie aussi. Et aujourd'hui, sur les IGH, en tout cas à mon niveau, ce sont des anciens qui sont là, souvent des anciens ingénieurs, mais que l'on va perdre aussi avec le temps. Voilà. C'est ça, il y a ces copropriétaires, bon, avec le remplacement finalement, l'âge venant, et puis il y a la sociologie, ce que vous décrivez, de la population qui évolue, et donc finalement ça change la manière dont est géré le bâtiment. Alors ça change la manière, oui, mais ça change l'obligation du syndic qui est d'informer, de former. En réalité, on se rend compte que globalement dans ces immeubles-là, on est obligé de faire un livret d'accueil. Livret d'accueil, ce n'est pas pour dire que le syndic est le plus beau et le plus fort. C'est pour expliquer à ces nouveaux copropriétaires qui rentrent dans un IGH quelles sont les obligations. Je prends un exemple simple. Vous avez dans certains IGH des portes avec des fermes-portes automatiques, c'est-à-dire des gros ressorts qui permettent à la porte de se refermer automatiquement. Et vous avez une partie d'alarme, une sonnette dans chacun des appartements. On a de nombreux copropriétaires qui arrivent en disant « mais c'est moche ce truc-là, ah ben cette sonnette ça ne sert à rien, je les vire ». Eh ben non. Et tout ça, il faut leur expliquer en leur disant que c'est une obligation. S'il y a un incendie, il faut qu'ils soient prévenus par cette alarme. Et s'il y a un problème parce que l'incendie est à côté, que leur porte elle se referme automatiquement s'ils l'ont ouvert pour pas que le feu puisse rentrer dans leur appartement. Ouais. Et ça, ce sont des vraies difficultés à expliquer, à faire comprendre. C'est parfois des formations, c'est parfois des explications. C'est toujours effectivement à chaque fois de leur remettre, pour chaque copropriétaire qui arrive, ce petit livret d'accueil en expliquant comment ça marche. Jean, on a des départs de feu alors que je découvre dans des IGH, ça arrive Alors, évidemment, ça arrive, mais il faut aussi dire que, et je le disais tout à l'heure par rapport à un bâtiment plus traditionnel, où on a pu tous constater des départs de feu avec des victimes. Dans les GH, ça reste relativement maîtrisé. Et rappelons-nous qu'on a quand même des équipements qui doivent permettre de limiter l'incendie. En tout cas, de permettre une évacuation, de permettre un désenfumage. On a un service de sécurité aussi, on l'oublie souvent. Ils ne sont pas là uniquement pour le courrier, ils sont évidemment là pour intervenir. Donc on a cette organisation-là et je dirais, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est aussi confortable. Ce qui veut dire que le sinistre, il est quand même maîtrisé, en tout cas en grande majorité. Alors il peut toujours y avoir certains cas mais particuliers pour le coup, mais voilà, ça reste maîtrisable et en tout cas c'est grâce aussi à tous ces équipements-là et à des dispositions constructives qui permettent d'assurer un compartiment satisfaisant, etc. Voilà, je voulais aborder, juste comme il nous reste quelques minutes, un sujet d'actualité. On avait dit qu'on en parlerait. C'est les températures de chauffe dans les immeubles. On avait dit, Olivier, c'est qu'effectivement, on voit la hausse du coût d'énergie, qui va être limitée en termes d'inflation à 15%. C'est ce qui était annoncé. Là, vous avez entendu des choses à la télé. Ça ne s'applique pas du tout au syndicat des copropriétaires. Il faut bien comprendre qu'on est dans une situation complètement différente. Un syndicat des copropriétaires, ce n'est pas un particulier, c'est une personne morale. Elle n'est donc pas soumise aux réglementations et aux protections qu'a indiqué notre Première ministre, Madame Borne. En revanche... Vous voulez dire que quand le syndicat achète de l'énergie, finalement, lui, il n'est pas soumis à la même Il est considéré comme une entreprise. Ouais. Donc il n'est pas considéré comme un particulier, même si c'est un immeuble d'habitation à 100%. Donc ça veut donc dire qu'au moment où on a parlé de difficultés, on est allé voir nos différents ministres, on leur a dit,
écoutez, vous avez mis en place un bouclier tarifaire gaz pour les copropriétaires à titre individuel pour chez eux ou les propriétaires de maisons individuelles. Vous avez complètement oublié les syndicats de copropriété, les ASL, les AFUL et les logements sociaux. Excusez-moi du terme, à l'époque, on s'est retrouvé avec l'ESH et les syndicats de copropriété. L'ESH, c'est le nom du social de l'habitat. Oui, c'est l'organisation globale de tous les bailleurs sociaux en France. Et on s'est rendu compte que quand on était en collectif, il n'y avait pas de protection. Donc on a fait une demande, ça c'était au mois de février et mars dernier. Donc le bouclier tarifaire pour le gaz a été mis en place au mois d'avril et mai. Mais en revanche, ils ont oublié une chose, ce sont les bouclier tarifaire pour la partie électricité. Et je rappelle que dans de nombreux immeubles, on a des chauffages électriques, on a le plancher chauffant électrique, on a les ballons d'eau chaude en électrique complet pour certains immeubles. Moi, j'ai un immeuble où ils sont 600. Vous avez compris qu'on est tout en chauffage électrique et que le tarif, bien évidemment, là-bas, il s'est envolé encore plus que le gaz. Et il n'y a pas aujourd'hui de protection tarifaire par un bouclier pour l'électricité. Pour le gaz, par contre, c'est le cas. Pour le gaz, c'est le cas. Vous avez aujourd'hui un bouclier tarifaire qui est entre 60 et 65 euros, si vous rajoutez ou pas les taxes complémentaires, mais en moyenne, ça fait ça. On sait que ce bouclier tarifaire va être reproduit pour 2023, mais on ne sait pas quel montant pour l'instant pour 2023. En revanche, ce que l'on sait, c'est que globalement, tant mieux pour ces immeubles-là, mais pour certains immeubles, je ne vous cache pas que c'est du simple au double. Pourquoi ? Parce que dans certains contrats, on était environ entre 30 et 35 euros du mégawatt. Et si vous faites un bouclier tarifaire à 60 ou 65, vous êtes déjà passé du simple au double, même si aujourd'hui le tarif est à 130 ou 140 euros du mégawatt. David, les températures à 19 degrés dans les appartements, dans les IGH, est-ce que c'est possible ? Alors, régler la question, il faut la poser différemment. Nous avons capacité à pouvoir agir, interagir en amont sur un point de consigne donné pour effectivement sur le chauffage collectif. Par contre, dans les appartements, aller s'assurer que nous avons 19 degrés au maximum, là ça va devenir un peu plus hard en tout cas à pouvoir le vérifier. Alors j'ajouterais quand même, et on a un peu omis, et je m'en félicite parce que Jean quand même l'a complété, c'est que dans les IGH, nous avons aussi des équipes sur site de ce qu'on appelle des agents de sécurité, les fameux SIAP, 1, 2, 3 en fonction, qui sans eux, nous ne pourrions pas non plus, en tout cas, faire notre métier le plus convenablement possible. Ça, c'était en aparté. Et pour revenir sur le chauffage et pour revenir sur les IGH, on a ce phénomène invasif, intrusif quelque part dans la partie privative et qui aujourd'hui est complexe puisqu'il y a une porte palière entre les deux. Ça vaut pour le chauffage, ça vaut pour la sécurité, ça vaut pour le ferme-porte, ça vaut pour l'asservissement du ferme-porte de la porte palière. Donc aujourd'hui, oui, on sait réduire les points de consigne, c'est pas le sujet. Maintenant, c'est comment derrière tout ça va s'inscrire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience. J'en ai pas le retour. Alors, on se donne rendez-vous au mois d'avril-mai, et puis peut-être que j'aurai la réponse. Alors, moi, je ne l'ai pas. Voilà, nous, on a effectivement fait des analyses sur certains immeubles. On se rend compte que l'on doit effectivement, pour donner 19 degrés dans les appartements, mettre en place un système de gestion technique du bâtiment différente de celle qui existe. Pourquoi ? Parce que nos immeubles IGH, aujourd'hui, ils ont été construits dans les années 70, 80, 85. Après, il n'y en a pas eu beaucoup en habitation. Ça veut dire que nos systèmes, effectivement, d'équilibrage de chauffage, c'est une gaine. C'est pas la même chose que dans un immeuble tertiaire où je vais gérer la façade nord, la façade sud, la façade est, la façade ouest. J'ai parfois des zones hautes, moyennes, basses, ce qui est déjà très bien, mais je n'ai pas cette gestion par façade. Ce qui fait que si je veux donner 19 degrés en ne prenant que la façade qui est au sud, ceux qui vont être au nord, ils vont avoir 14. Et ça, j'ai un problème d'équilibrage parce que je n'ai pas une gestion électronique de l'équilibrage. Et donc ça va être des difficultés, des investissements importants pour modifier les parties chaufferie et les parties effectivement réglage et équilibrage. Mais aussi une deuxième difficulté, et il a très bien dit, c'est que dans l'appartement, certains ont fait des travaux en modifiant leurs fenêtres. Ils sont passés de simple vitrage en double vitrage ou triple vitrage pour certains, d'autres pas. Donc quand vous imaginez que vous avez du double vitrage et que vous réclez à 19, celui qui est en simple vitrage, si en plus il se trouve au 23e étage, lui il aura 14, 15,
Oui, donc ça va être difficile. En termes de sécurité incendie, pour finir, Jean, sur la sécurité incendie, là on parlait de la partie privative. Est-ce que la sensibilisation joue un rôle important? Oui, alors il faut quand même Oui, alors sur déjà ce que je disais tout à l'heure, la prévention, finalement la gestion du quotidien, respecter certaines règles tout simplement, donc ça c'est évidemment pour tout le monde. Aussi ce que disait Olivier sur une partie privative, votre porte, alors en IGH il y a un ferme-porte, donc c'est-à-dire que la porte doit se fermer automatiquement, donc c'est des choses aussi évidemment à respecter. C'est aussi pour certains, mais ça s'applique à tout le monde, les fameux détecteurs autonomes qu'on a tous chez soi, qui servent évidemment à titre individuel. Donc c'est un élément important, même si a priori on ne serait pas tenu de le mettre en IGH, mais en tout cas on en a et c'est du bon sens de le faire. Donc voilà, et encore plus dans ce type d'établissement, parce que, et c'est peut-être aussi de faire de la pédagogie, c'est que beaucoup de personnes ne connaissent pas les installations de sécurité, l'organisation à adopter, par exemple, par où évacuer, comment évacuer, etc. On ne fait pas de formation, ou très rarement, on en fait dans les immeubles de bureaux, on n'en fait pas en habitation. C'est vrai qu'on ne nous l'impose pas, mais voilà, il y a de la pédagogie à faire et il y a pour les résidents à connaître leurs locaux, à connaître comment se comporter dans ce type d'établissement et à collaborer aussi avec les services de sécurité qui sont là aussi pour ça. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Jean Gaillao pour MJ2L Consult. On peut vous applaudir tous, Olivier Safar et David Attez. Merci à vous.